Je pense qu'il faut, comme à l'instant on fait un plan stratégique de la lutte contre les maladies, réfléchir, anticiper et également disponibiliser un document sur l'assistance technique sur 3, voire 4, voire 5 ans. Également voir quelles sont les projections. Également, c'est un document également qu'il faut vendre aux partenaires, que les partenaires qui fournissent l'assistance technique ou qui soutiennent l'assistance technique aient ces informations et lorsque le besoin, la période va arriver, ça ne peut qu'être une remise à niveau pour que ça puisse marcher. Alors, en tant qu'acteur activiste et également ou acteur de la société civile, je suis partant de pouvoir mener des plaidoyers, mener de lobbying avec les différents services qui apportent l'assistance technique au niveau du pays également, parce que ça se raréfie malheureusement, ces institutions qui apportent l'assistance technique, mais de pouvoir travailler avec l'ensemble de ces différents acteurs pour que ça soit programmé et qu'on puisse trouver les moyens pour véritablement accompagner les pays, les programmes pour une meilleure mise en œuvre. Si la gouvernance est bonne, si l'assistance technique est demandée dans les normes, si tout le monde est informé, je pense que nous contribuons beaucoup pour dire voilà, sur ces dossiers-là, nous pensons que telle personne répond mieux que d'autres. Parce que le monde aujourd'hui est petit, en tout ce que nous avons comme moyen de communication. On peut savoir si la personne répond ou ne répond pas. Donc ce plaidoyer, nous le faisons dès que l'occasion se présente. Et souvent, vraiment, dès que les consultants est cité, nous pouvons évoquer ses compétences, nous pouvons évoquer ses limites. Donc, ça permet aux décideurs quand même de faire un choix objectif si nous sommes associés en tant que militants associatifs, bien sûr. Il faut dire que au niveau DAT, ils ont quand même cette chance d'avoir des consultants aguerris qui connaissent bien le pays. On n'envoie pas la personne quand il ne connaît pas le pays. Et généralement, nous, en dehors même des aspects techniques que le consultant fournit, nous dirons qu'il y a certains consultants qui ont aussi se donnent de faire la médiation dans des moments difficiles pour pouvoir cadrer les choses. Parce que vous venez dans un pays souvent, entre les acteurs étatiques et les acteurs associatifs, vous allez voir des différences, vous voyez des visions différentes. Et bien souvent, vraiment, DAT arrive à positionner des consultants qui répondent à cette médiation pour réunir les gens et, par rapport aux problèmes identifiés, avoir un consensus et construire ensemble. Et ça, je pense que ça a sa lieu et à ne pas négliger pour la suite. Il faut le dire, il ne faut pas négliger parce que souvent, ce n'est pas l'aspect technique seulement qui bloque les problèmes, mais il y a des hauts et bas entre les gens. Donc, trouvons la bonne personne qui a vraiment les cartes pour pouvoir réunir les gens, pour pouvoir travailler ensemble. La question, elle est très bien arrivée parce que en interne déjà, on en avait pensé au niveau d'Affirmative Action et nous nous sommes dit il vaudrait mieux que, n'est-ce pas, on puisse déjà savoir ce que nous voulons ou alors ce que nous attendons d'un bailleur. Nous avons d'abord rédigé ce qu'on a appelé le plan stratégique de l'association. Du coup, dans ce plan stratégique-là, il existe tous les renforcements de capacité dont on puisse avoir besoin, toute l'aide et toute l'assistance dont on peut avoir besoin. Donc, ce que je pourrais conseiller à quelqu'un en tant que leader, c'est déjà de pouvoir identifier son propre problème, de pouvoir organiser le type d'assistance dont on a besoin, de voir comment est-ce qu'on pourra, n'est-ce pas, impliquer l'association dans cette assistance-là. Donc, il ne faut pas qu'on subisse, mais il faudrait qu'on soit des acteurs plutôt dans l'assistance. C'est ce que nous avons fait dans l'association pour laquelle je travaille. Nous avons essayé de voir dans quelle mesure est-ce qu'on allait plutôt imposer aux partenaires le type d'assistance dont nous, on aura besoin. Pour renouveler, je pense que c'est plus une amélioration que vraiment renouveler. Donc je crois que l'existant doit être renforcé. Je pense que notre rôle,
j'ai moi-même préparé des termes de référence, je sais comment on le fait, et je sais aussi qu'il y a certainement un moyen de l'améliorer pour que l'organisation qui finalement recrute et envoie les consultants peut mieux cibler ce qu'on attend comme résultat final. Comme je l'ai dit, il y a des consultances plutôt d'ordre politique, il y a des consultances qui essayent d'influencer les visions et les options, et ça demande des interactions à un autre niveau que des consultances purement techniques qui se fassent à l'intérieur du ministère de la Santé ou d'autres ministères. Donc ça, je pense que c'est quelque chose auquel nous devons absolument contribuer, veiller à que les termes de référence sont mieux définis. Deuxièmement, je pense que notre rôle est justement de bien identifier ce résultat, mais aussi de mettre à la disposition toute cette panoplie d'instructions, de recommandations, de guidelines qui existent à nos institutions pour que justement la boîte qui envoie les consultants a à sa disposition toutes les informations et tous les outils nécessaires pour que les consultants peuvent se baser sur ce travail. Et troisièmement, ce qui est notre rôle, c'est donner un feedback sur les consultants, pas seulement pour qu'on garde les meilleurs, mais aussi pour qu'on puisse améliorer les performances et les compétences de ceux qui sont déjà dans le pool des consultants. Peut-être qu'en sortant des sentiers battus, il faut sortir des schémas un peu classiques pour avoir un esprit vraiment très ouvert. Il faut vraiment avoir un esprit ouvert et ne pas essayer de refaire les mêmes en pensant que ce qui a marché au Gabon va marcher en Côte d'Ivoire, va marcher au Mali. Les pays sont spécifiquement indépendants, ils ont leur structure indépendante et c'est important de prendre contact avec les acteurs clés afin qu'on soit vraiment moteur de solutions plutôt que de venir répéter ce qu'on a déjà fait ailleurs. Exactement cela. Et donc c'est une ouverture d'esprit. C'est une ouverture d'esprit, c'est peut-être aussi une manière de changer de travail différemment, de voir différemment les choses. Et je pense que le point clé encore, c'est la préparation avant de commencer la mission. Déjà contribuer à la réflexion sur comment améliorer l'existant. Et puis, en tant que pourvoyeur, n'est-ce pas, pouvoir continuer à mener l'effort, n'est-ce pas, moi-même, pour améliorer la qualité, mais aussi il faudrait qu'il y ait des opportunités pour les pourvoyeurs d'assistants techniques eux-mêmes de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances dans des domaines différents des leurs, pour qu'ils soient un peu plus polyvalents, mais aussi pouvoir contribuer à identifier peut-être des ressources au niveau communautaire, n'est-ce pas, qui potentiellement pourraient participer, n'est-ce pas, à renouveler ou à agrandir le pool des pourvoyeurs d'assistance technique. Je pense que ce qui est important, nous, à notre niveau, en tant que récipiendaire, c'est de systématiquement, à côté des plans d'action, les plans de mise en œuvre de nos subventions, d'y intégrer un volet plan d'assistance technique. Un peu comme on a des plans de gestion de risque, on a des plans de suivi et évaluation, je pense qu'il est important qu'on ait également des plans d'assistance technique. Que le besoin ne vienne pas au fur et à mesure, mais que le besoin soit intimement lié à l'élaboration des projets, des subventions et donc ensuite à leur mise en œuvre. C'est vraiment la communication entre le dispositif et puis le bénéficiaire, d'où pour moi vraiment l'importance de cette plateforme de gestion qui sera également une plateforme de communication et qui permettra aussi de voir la performance du dispositif, mais également est-ce que l'expression du besoin a été également bien faite par le bénéficiaire. Donc cette plateforme de communication, donc ces échanges avec un reporting qui puisse informer sur les délais, sur l'atteinte des résultats, je pense que ça peut être un mécanisme qui améliorera l'assistance technique.
Moi, le maître mot, c'est vraiment la communication, une interaction entre le dispositif et le bénéficiaire. Déjà, partir sur la base des besoins. De quoi a-t-on réellement besoin? Et faire vraiment une analyse de ces besoins-là avec les autres parties prenantes. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une approche top-down, mais vraiment de partir sur la base de ce que nous aimerons faire, du résultat que nous voulons atteindre. Et moi, en tant qu'actrice, je vais dire actrice de la société civile, j'aimerais d'abord au préalable commencer par identifier quels sont les problèmes que nous avons. Et sur cette base-là, voir déjà si au niveau du pays, il n'existe pas des ressources humaines capables d'apporter un appui. Et s'il n'en existe pas, requérir donc en ce moment-là l'expertise d'une assistance internationale, mais toujours avec des personnes ressources, parce qu'il faut qu'il y ait toujours un relais pour permettre de pouvoir capitaliser cette assistance par le futur. Bon, comme moteur de changement, c'est d'encourager tous les autres leaders de pouvoir nous efforcer à être plus professionnels. Ce qu'on nous reproche dans la société civile, ce qu'on nous reproche dans les organisations communautaires, qu'on fait beaucoup de choses dans la routine. On ne sait pas systématiser notre travail. Je crois que en voulant nous élever à un certain niveau, nous devons professionnaliser notre travail pour devenir aussi plus compétitifs ou plus compétitifs par rapport aux organisations parfois du Nord. Hein, du Nord, mais parce que nous faisons beaucoup de choses et quand il y a nos amis du Nord qui viennent parfois, c'est vraiment ce que je peux dire aux leaders des organisations de la société civile, essayons de devenir plus professionnels, systématiser notre travail et ça nous aiderait à bénéficier de l'assistance technique. Et là, d'ailleurs, merci de cette question. Et souvent, on a l'impression que la société civile n'a pas besoin d'assistance technique. Et quand il y a l'assistance technique, c'est pour juste l'État. Et il n'y a jamais d'assistance technique pour la société civile. Alors qu'il faudrait renforcer la société civile pour qu'elle soit forte afin que l'État soit fort. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et pour moi, aujourd'hui, par rapport à l'assistance technique, nous avons fait le point pour dire qu'au sein de la société civile, nous avons besoin de cette assistance technique pour qu'on amène le changement. Pour que d'abord, que les gens soient capables de faire la différence entre le communautariste et le communautaire. Et ça, c'est très important. Et qu'on puisse arriver à amener nos collaborateurs, nos collègues, les autres, pour qu'on puisse se dire aussi où sont nos limites. Qu'est-ce que nous avons à apprendre? Par exemple, je prends le cas des soins différenciés du VIH. Combien de communautaires comprennent le concept? Ça, c'est des questions à se poser. Donc là, moi, je me dis, il y aura toute une écriture de process pour dire, voilà les soins différenciés, comment les intégrer dans le document normatif et comment le mettre en place. Aller observer une communauté, une société civile, comment elle est en train de prodiguer le dépistage, comment elle est en train de faire le traitement ou la dispensation des ARV et d'écrire ce process, et ça nous arrive à la documentation, à la capitalisation. La société civile a besoin d'assistance technique pour capitaliser, pour documenter les bonnes pratiques qu'elle est en train de faire. Parce que tu ne peux pas faire et écrire. Faire et faire savoir, c'est quelque chose de très difficile. Je prends le cas juste, tu vois MSF qui fait un beau rapport, le prix de l'oubli, mais quand tu vas voir ceux qui ont écrit, ce n'est pas les acteurs de MSF qui étaient en train de prodiguer. Tu vas voir, c'était des Guinéens, des Centrafricains, des Sierra-Léonais. Donc pour nous, si demain on a des gens qui viennent aider la société civile pour montrer ce qu'elle sait faire, moi je pense que ça c'est quelque chose d'excellent. Aujourd'hui, par exemple, je me dis, il y a un domaine, arriver à la frontière, à la limite entre le système de santé et le système communautaire. Vous voyez, quelle est la limite à ne pas franchir et quel est le linkage qu'on peut faire avec ces deux-là. Et demain, dans nos contrées, faire la santé autrement. Il y a une résistance des professeurs
des médecins. Parce qu'on a fait 7 ans, 8 ans. Moi, je suis médecin à l'école de médecine. Donc, on est stéréotypé. On nous a appris une façon de faire. Mais maintenant, les maladies nous ont dit que cette réponse, elle n'est pas la plus appropriée. Il y a une autre façon qui peut être complémentaire, sans qu'on soit contradictoire. Donc, comment arriver aujourd'hui, au niveau de l'assistance technique, aider à faire valoir, émerger les bonnes pratiques par rapport aux soins différenciés dans un pays donné, pour convaincre, pour que ça soit même un outil de plaidoyer, pour que les décideurs peuvent changer. Donc pour moi, l'assistance technique bien conduite, en prenant en compte les besoins réels des pays, des communautés, des populations, peut faire le changement. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin. En tant que société civile, j'ai le nez couré au carreau. Je ne lève pas la tête. Je ne fais que travailler, j'ai la main à la pâte. Mais j'ai besoin d'un observateur pour pouvoir me dire, voilà. Donc ça c'est quelque chose de très, 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 très important. Mais on n'a pas les moyens en tant que société civile de se payer l'assistance technique. Donc comment trouver le bon deal entre les pourvoyeurs d'assistance technique qui puissent vraiment satisfaire les demandes des États et de la société civile. Moi, je crois que ça, ce serait quelque chose de très, très important et ça va amener un vrai changement. Le leader communautaire dans sa localité, s'il continue à faire ce qu'il sait faire pendant des années et que personne, à un moment donné, puisse le mettre en miroir ce qu'il est en train de faire, bon, c'est pas facile, mais ce qu'il fait, si c'est bien, ça fera tache d'huile. Et ça, c'est important. Par exemple, je prends le cas, on veut mettre l'autotest aujourd'hui. Mais quelle est l'analyse de la situation? On ne sait pas. On va le mettre en place. Bon, tout le monde l'a vu. On dit que le communautaire doit le faire. Mais il y a tout un processus. Et ça, c'est bien que quand tu as un assistant technique qui est venu faire, documenter, mettre des trucs normatifs en place, voilà le process. Ou même au niveau de la société civile, je suis père éducateur, comment je dois sortir, comment on doit faire que les gens aient l'information. Celui qui fait son test, s'il est positif, il veut aller vers un centre de santé, comment faire le linkage entre cette communauté et la population. Tu vois, il y a tout ça qui doit être décrit, documenté dans un langage clair, simple, visible. On ne peut pas être tous des scientifiques, entre guillemets. Tu vois, bon, vraiment, c'est un peu ça, quoi. L'assistance technique est importante, elle est indispensable, mais il faut changer la façon de faire l'assistance technique. Il faut s'adapter aux besoins et dire que ce n'est pas pour vous. Le document qui est écrit, ce n'est pas pour le consultant, ce n'est pas pour le commanditaire, c'est pour qu'on puisse utiliser. Et parce qu'il y a vraiment souvent des rapports qui ne sont pas du tout exploitable. Et maintenant, il faut faire une assistance technique digeste, pragmatique et opérationnelle. Et qui ait un suivi. Si c'est possible que chaque assistance technique soit couplée d'un suivi. Après que tu aies fait, qu'il y ait un temps qu'on vienne pour faire le suivi de la mise en œuvre de ce qui est écrit. Et je pense qu'également, on peut faire de la différenciation dans l'assistance technique. Et ça c'est très important. Une assistance technique différenciée, c'est une assistance technique qui tient compte des besoins du pays. Parce que quand on va mettre donc en place un livrable, il doit vraiment réussir et doit répondre donc aux besoins du pays. On ne peut pas mettre un livrable et partir et après une année, donc on va reprendre la même chose. Quand on fait une analyse de la situation d'un pays, il faut vraiment bien analyser pour pouvoir mettre par la suite les activités nécessaires qui vont nous amener à des résultats attendus. Et je pense que ça, c'est un point important. Des fois, il y a des consultants qui arrivent qui ne sont pas adaptés à l'activité, qui n'ont pas le profil nécessaire pour travailler sur cette activité ou qui ne connaissent pas bien le contexte pays, le contexte région, les normes socioculturelles. Et donc là, le livrable donc, ne va pas servir à grand-chose. Donc je pense que la différenciation est très importante avec des critères peut-être de sélection plus rigoureux, avec également des attentes donc, du consultant. L'accompagnement du consultant est également très important de la part du CCM, du ministère, de la société civile. Et ça, c'est très important parce qu'un consultant ne peut pas travailler seul.
il doit avoir l'avis de tout le monde et les partenaires donc, nationaux doivent aider le consultant pour arriver rapidement à des résultats efficaces et également pour optimiser donc, le résultat de cette assistance technique. Ça, en fait, c'est un peu difficile, mais en fait, moi, personnellement, les assistances techniques que j'ai faites, j'ai toujours insisté sur le partage des connaissances, sur le transfert des compétences. Et j'ai été félicité pour ça en plusieurs occasions. Je veux dire, prendre le temps, il faut que l'expert puisse prendre le temps de communiquer et surtout de ne pas venir imposer quoi que ce soit, mais de communiquer avec les nationaux pour leur faire comprendre le bien fondé du choix d'une stratégie. Je pense que ça, c'est capital. Parce qu'il faut que les nationaux puissent comprendre que nous sommes là, les experts, pour renforcer leurs capacités et non pas pour leur imposer une façon de travailler. Et si tous les consultants le voient de cette manière, je pense que ça devrait améliorer la qualité des assistances techniques. Donc voilà un peu comment je vois comment je peux être moteur de changement. J'ai eu à offrir mes services à une jeune consultante l'année dernière. On a fait une évaluation au Burundi. C'était une évaluation avec l'UNICEF sur un projet RSS Gavi. Donc j'ai travaillé avec une jeune consultante et elle m'a même confirmé qu'elle a beaucoup appris parce qu'elle revenait justement de l'Université de Montréal. Donc elle faisait partie de l'équipe d'évaluation. Elle a eu à me confirmer qu'elle a beaucoup appris de cette expérience et que tout ce qu'elle avait appris à l'école, à l'université, n'était que théorique. Mais il y a une façon d'interpréter la théorie et de l'adapter à la réalité du terrain. Donc elle a eu cette chance et moi aussi j'ai eu la chance de partager avec elle mes expériences et ça a été très fructueux. Parce que quand un consultant part faire un travail tout seul, je sais qu'il y a toujours des contraintes financières, des contraintes budgétaires, mais ça aurait été intéressant que le consultant partage avec quelqu'un et essaie d'expliquer à quelqu'un d'autre, voici la démarche, voici pourquoi je fais ça. Donc, et à quoi est-ce que ça va aboutir? Donc, ce transfert de compétences, je pense que ça aurait été intéressant de l'avoir et de le faire un peu plus souvent, comme pour pouvoir léguer cette capacité ou bien ce savoir-faire aux plus jeunes, quoi.